assistante du Dr. Rock. On va jouer à un jeu. Bonjour bande de brochés antipathiques, aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film Saw, le 10e volet de la saga. Le film qui se met en place juste après la première pièce du puzzle de l'univers Saw. On va aborder plusieurs points, je vous laisse checker les chapitres. Ah oui, dernier point, oubliez l'analyse de la bande-annonce, hein. J'ai merdé sur quelques points. Le film s'ouvre sur un scan de John à l'hôpital. Il sent que cette fois, ça pue pour son cancer. Une fois le titre révélé visuellement, parce qu'on le connaissait depuis la bande-annonce, bande de connards, John se rend dans un groupe de cancéreux, c'est français je vous en mets, et rencontre Henry. On apprendra plus tard qu'il s'agit d'un complice de l'antagoniste du film, et qu'il n'a pas de cancer. Bref, John se rend chez le docteur, il apprend qu'il ne lui reste que quelques mois, et lui conseille de se laisser tranquillement aller, profiter de ses derniers jours sans rien faire. Entre autres, attendre de mourir. Ce qui ne plaît pas à John. Kramer voit un employé en train de voler et s'imagine un piège mortel. Une fois terminé, il lui dit qu'il a fait le bon choix. Parce qu'il a remis ce qu'il a volé dans le tiroir. Et surtout qu'il s'est fait choper en flagrant délit. Plus tard, alors que notre anti-héros rédige son testament, il parle avec ce connard de Henry qui lui lance le programme de Cecilia Pederson, fille de Finn Pederson. John, intrigué par ce remède miracle, la contacte. Et oh mon dieu, l'adresse mail de John, on peut le contacter. Je me calme. S'ensuit un appel téléphonique entre la connasse et John en abordant le temps qui lui reste. Elle accepte de le prendre plus tôt que prévu. Connasse, en bref, l'avion, le Mexique, je résume bien. Diego, elle taxé. Après la présentation touristique, John et Diego se font interpeller par de faux ravisseurs qui gardent Cecilia, et c'est drôle parce qu'il passe de super agressif à Bonjour les seigneurs Clamore, Mexicana, j'ai pas le vocabulaire mexicain. Ah si, sombrero. Gabriela nous est présentée, et c'est sa maison, et Cecilia qui l'a sauvée. Vous comprenez bien que je mets des guillemets et que je vous parle comme à des handicapés, parce que c'est ce que vous êtes, bande de connes. Bref, Gabriela, reprends ta drogue et casse-toi. Nous sont ensuite présentés Carlos et son popo. On ne retiendra que Carlos, mais en gros, le père, c'est le gardien de l'usine. Enfin, ancienne usine chimique, où va se dérouler l'opération et le jeu. Puis, les autres protagonistes, Théo, le vrai, véritable anesthésiste, faux, juste un mec qui lave le sol chez un vétérinaire, Valentina, qui est censée analyser le sang, une infirmière qui, à ses heures perdues, est une fille de mauvaise joie. Parker Sears, qui lui vient de se faire opérer, toujours faux, il est complètement et surtout en couple avec Cecilia. John parle ensuite sur une terrasse avec Pederson, qui lui parle de son passé en tant qu'ingénieur civil et architecte, élément que nous connaissions déjà. Elle le châtie gentiment sur le fait que maintenant son hobby doit être de réparer les voitures. Oui, n'est-ce pas ? Bref, il lui parle subitement des jeux, en jouant sur les mots et en expliquant qu'il aide des gens. Oui, John. À ce moment du récit, Saw 1 et Jigsaw se sont passés. Oui, John, tu les aides. Puis Gabriela vient nous donner une mention de même. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Point cocasse, mais Cecilia précise à John qu'il ne doit pas savoir où se trouve le lieu de l'opération. On voit des antennes qui serviront plus tard. Puis au-delà d'apprendre que le terme tiré en mexicain c'est halal, John échange avec Carlos en l'aidant à réparer son vélo. Vient ensuite le jour de l'opération, un docteur qui nous a été présenté en amont verbalement sous le nom de Ramon Cortez. John se réveille, guéri et prend une nouvelle direction. Il est guéri. Il veut profiter de la vie, stopper ses jeux, il achète de la tequila pour Gabriela, et au-delà de son pognon, on montre surtout à John son humanité, gentil, sans déconner. Il fait un petit dessin de son environnement grâce aux antennes pour déterminer où est l'usine qu'il cherche car la maison dans laquelle il a été logé est la maison de Gabriella, et il cherche Gabriella. Enfin, l'horreur pour le tueur au puzzle, il découvre le poteau rose, puis, grâce à l'aide de ses associés, Amanda, Mark, Lawrence, on s'en fout, faut croire, on pourra spéculer sur lui plus tard. Là, on résume.
Bref, Diego aussi lui a balancé des éléments, John se fait participer à un jeu auquel il survit. Puis, il se fait soigner par John en personne. Ensuite, dans la soirée, alors, après l'arrivée d'Amanda et la mise en place du jeu, Valentina se fait sauver puis capturée par Amanda, Matteo, après avoir filé des médocs à Gabriella, se fait choper par Amanda, Gabriella se fait aussi avoir par Amanda, et Cecilia enlevée par Amanda et John. On apprend d'ailleurs combien John a payé pour son opération, beaucoup. Mais John est blindé de fric, donc on s'en fout. Mark Hoffman a été contacté par John pour retrouver Henry, qu'on verra plus tard en post-générique. Pour choper Parker, une autre stratégie est mise en place, mais on va aussi y revenir. Les 4 joueurs se retrouvent dans l'usine, attachés aux pieds par une chaîne, sauf Valentina, qui est la première à jouer, et elle meurt. Un échange entre Amanda et John se voit juste après, où Amanda parle de son incapacité à être l'héritière de John, lui, il lui fait confiance. Avec les tripes de Valentina, les 3 autres joueurs encore en vie chopent le téléphone prédisposé dans une des vestes par Jigsaw pour appeler Parker. Plan du tueur au puzzle, en appelant Parker, il l'attire. Logique, qui est le connard qui écrit mes scripts. Et ça manque pas, il arrive en se faisant encore passer pour une victime de Cecilia. Il est attaché par John, et lui, pas con, a vidé son chargeur, et lui explique le jeu qui se déroule. Vient le tour de Matteo. Il s'agissait initialement de Gabriella, mais Amanda a voulu la sauver, ou du moins retarder son jeu. Matteo fait son jeu et meurt, proche du but, mais il a tout de même pu voir Bellé. Un échange entre Amanda et John, où cette dernière croit aux paroles de Cecilia. Après la mort de Valentina, cette dernière leur a dit que Finn pouvait le sauver. Mouais. John est conscient de son sort et l'accepte. Puis vient le tour de Gabriella. Parker est libéré. Gabriella survit pour le moment. Parker prend le flingue et va sauver sa femme. John et Amanda sont attachés, John au piège de Cecilia. Cette dernière bute Gabriella en piétinant violemment sa nuque et veut torturer John. Alors, le hasard du sort fait que Carlos est ici. Pas hasard non, puisqu'il réside près de ce lieu. Donc le hasard plus ou moins quoi. On va au début jouer avec le ballon, préparation paiement, bref. Elle va le chercher et le place sur le piège. Puis le jeu est actionné. Remarque que Cecilia est seule, mais que c'est un jeu à plusieurs. On va y revenir aussi, ne vous inquiétez pas. Mais on peut déjà spéculer sur le fait que c'est Parker. Bref, Bonnie et Clyde vont chercher leur pognon et déclenchent le ZEP 10. Le piège de John se stoppe et le fric n'est pas là. La porte se ferme, John et Amanda se libèrent, et Carlos aussi. On apprend comment ils ont su pour Parker, un audio se déclenche et leur explique qu'un seul va survivre, qu'ensemble ils ont fait le chaos et maintenant ils vont devoir s'affronter, de la fumée chimique se déclenche, Cecilia tue Parker, Carlos prend la thune, super trauma, ça en valait le coup. Puis John et Amanda sortent. Post-générique, Henry dans la salle de bain, et on voit aussi Hoffman et Zepp, et on va revenir là-dessus. Et Henry piégé, car rien n'arrête John Kramer. Le réalisateur du film, Kevin Grotert, le réalisateur du 6e et 7e opus, en gros, la bonne suite et la suite de merde, pas pire que Jigsaw, mais bon, quand même de la merde, hein, on va pas se le cacher. Durant la post-prod, le monteur, Steve Thorne, a été interpellé par la police, car les voisins ont pensé que les cris du film, c'était des vrais cris de personnes qui se faisaient torturer. Donc voilà. Bon après il a juste ouvert la porte, il leur a dit « Oh bah non, je monte un film, ok, bon bah tout va bien, bisous, bonne nuit, au revoir ». Le budget du film est de 13 millions de $, et c'est pas beaucoup, hein, c'est pas le plus petit de la saga, hein, mais quand même, en termes de comparaison, le film français La vie pour de vrai de Danny Boone a coûté 32 millions d'euros. Bon, il y a des raisons, hein, mais je veux juste que vous compreniez que 14 millions, c'est pas énorme non plus, surtout en vue du salaire de certains acteurs. Hein. On a quand même une grosse tête d'affiche, 2 acteurs de la saga qui reviennent, on a aussi Charlie Closer, là, qui fait la musique, donc bon, il y a pas mal d'éléments. Et encore pour comparer, justement, Harrison Ford a été payé 20 millions pour le film Cadran de la Destinée. On reparlera de prod un jour peut-être, parce que c'est drôle la prod. Hein. Chaque cas est différent. Et comme pour presque tous les films de la saga, une organisation pour faire un don du sang, afin de faire profiter les personnes faisant un don pour avoir des réductions ou des places gratuites pour le film, ce qui avait déjà rapporté énormément sur les anciens films. Normalement je mettrai le chiffre, je l'ai plus en tête, ainsi que, pour parler d'habitude, le retour du même compositeur qui rentre dans le livre des records, puisque techniquement, c'est son 10e film consécutif d'une même saga, dans lequel il travaille pour faire la musique. Et sinon, il n'y a pas plus d'éléments de tournage, on a eu quelques photos, mais rien de pertinent, hein.
Si jamais une vidéo de making of vous intéresse, bah, j'ai mis le lien justement d'une vidéo de Behind the Scene dans la description. À mon sens, on a une des meilleures suites depuis Saucisse. On a ici le point de vue de John durant tout le film, on est vraiment focalisé sur lui. Amanda reste un personnage important, mais un personnage secondaire. Et je trouve que le fait de mettre un enfant dans un piège de saut est une idée brillante. On a eu des enfants hein, dans la saga, mais jamais en tant que piège. Soit en tant que figurant, soit juste enlevé pour des moyens de pression. Le film donne vraiment un retour aux sources. J'aimais bien le vent de fraîcheur de Spirale, mais le 10e volet, c'est brillant d'avoir une sorte de saut, comme premier du nom, hein, mais en suivant Jigsaw. Et c'était une expérience cinématographique cool. En soi, je ne sais pas vraiment quoi ajouter de plus, hein, le film est bien pour beaucoup de raisons, et je peux comprendre que certaines personnes ne l'apprécient pas. Hein. Je suis pas fan de l'idée de donner mon avis en général, parce que perso je m'en fous des avis des autres, pour savoir si oui ou non je dois aimer un film. Je dis pas que le débat ou le dialogue n'est pas intéressant, hein, au contraire. Mais voilà, vous comprenez pourquoi cet avis est peut-être bancal dans sa manière d'être écrite, et surtout l'explication. On a un bon nombre de personnages, et bon, ils sont vraiment bien. Voilà, c'est tout. Et surtout, ils se servent entre personnages. Et bien sûr, certains nourrissent des théories sur lesquelles on peut revenir, et sur lesquelles on va revenir surtout. L'anti-héros du film Jigsaw, depuis le premier volet de la saga, le tueur en puzzle est vraiment développé, on a des éléments intéressants, hein, comme sa fortune, qu'on connaît depuis Saw 4 et Saw 6, mais on a un chiffre sous les yeux qui nous permet de confirmer. Parce que oui, John est pété de thunes. Donc oui, c'est normal qu'il puisse se permettre de créer des pièges grossiers ou pas possibles. Mais bref, ça on le savait déjà. Ce qui est important, c'est le point de vue. Un homme gentil, bon, bah, c'est John Kramer, et un homme qui a donc le sourire aux lèvres, qui apprécie son prochain, et Jigsaw, le tueur en puzzle, qui veut permettre aux gens, malgré leurs péchés, une rédemption, une renaissance. Et bon, bah, qui est quand même un peu psychopathe, on va pas se le cacher, hein. Et le film développe ces deux aspects, bien plus que les autres films, où forcément c'est des fragments, le côté humain de John bah, n'est pas tout le temps présenté, logique. Le film permet surtout de montrer John qui s'adapte à son environnement, puisqu'il réussit à faire un jeu très rapidement, à l'organiser, et surtout à s'inspirer du dit environnement. Ce qui est important avec Amanda, c'est le gris qu'elle dégage. C'est pas français, j'en ai rien à foutre. Avant Saw 3, et donc Saw 2, avant donc d'être une fanatique de John, elle était pas certaine de tout, pour les droguer. Et donc, narrativement, la fonction de Gabriella, la relation John-Amanda, soit mentor-élève, est le principal élément du film. Et justement, entre les idées sur le pardon, de ne pas permettre à Cecilia de survivre, justement sauver Gabriella, et son appréhension à la future mort de John, Amanda est développée au-delà même de la joueuse qui a survécu, puis suivi John, non, entre deux. Elle a été en proie au doute, comme n'importe quelle personne. Pas beaucoup présent, excepté pour la cohérence, n'est-ce pas Laurence, le fanservice? Oh putain, ce fanservice, je le veux, j'aime. J'ai rien de pertinent à dire, mais putain, voir Hoffman, ça fait du bien. Kessler est un complice, on peut le voir comme victime, mais aussi, comme le dit John, chacun a son libre arbitre. Donc un homme qui se présente victime de cancer et survivant grâce à Cecilia, Henry est intéressant car c'est un personnage secondaire, et il permet de montrer la puissance de John, même en étant à Mexico, John réussit à le choper grâce à Hoffman, montrant donc une pseudo-omniprésence, personne n'est à l'abri, on le pensait à Osef, qu'il s'en sortirait, John n'oublie et n'épargne personne. Le premier n'est pas tant développé, mais permet surtout d'ajouter du corps à la connasse qu'est sa fille. Son programme est peut-être vrai, mais pas forcément fonctionnel, et Cecilia l'utilise comme prétexte pour se faire des sous-sous. Si je me souviens bien, 8 millions de dollars. Elle est une vraie peste, comme un cancer qui se développe. J'aime bien les métaphores adaptées. Au début, elle semble
Au début, elle semble être le gentil docteur. Et me faites pas chier avec le vocabulaire hein, doctoresse, hein, parce que ça veut rien dire, ok? Depuis que je suis gosse, on dit docteur avec un E, changez pas la putain de langue. Bref, elle devient ensuite l'arnaqueuse, pas gentille, mais vient ensuite, dans le dernier acte du film, une grosse merde, prête à tuer un gosse pour sa satisfaction perso, tuant de sang-froid une ancienne associée. Pourquoi? Le fun, la thune, dans tous les cas, c'est horrible. Tuant son amour pour survivre. Et surtout, elle s'en sort. Elle est le diable incarné, mais survit. Et c'est horrible à voir pour nous, parce qu'on veut la voir souffrir, alors que non, elle reste enchaînée, tripote des tripes, sans problème, et survit. Un bon antagoniste. Opposant au personnage principal, il est adjuvant de Cecilia. Dans un premier temps présenté comme victime, il est ensuite développé comme le canard de Cecilia, mais lorsqu'il risque de mourir, il est prêt à se défendre, comme la préparation paiement. Il meurt pour elle, sans le vouloir, mais bon, le sens reste le même. Parker n'est pas tant que ça un personnage important, il pourrait ne pas être là, ce serait pareil, mais il est quand même assez intéressant pour le développement de Cecilia. Valentina, l'infirmière, slash fille de mauvaise joie. Bref, Valentina est la première à mourir. Elle est pauvre narrativement, mais ça c'est pas le problème. Elle sert surtout en termes de choc pour les autres personnages. Parce que bon, on voit que John il déconne pas. Hein. Imaginez voir un pote entre guillemets, hein, se faire décapiter après s'être coupé la jambe. Hein. Ouais, voilà, ça montre bien qu'on rigole pas. Il permet une préparation paiement, un nouveau masque de la mort, oui, une narration encore absente, mais c'est pas grave, ici, on a un mec qui a voulu se faire des sous-sous et qui le regrette. Et c'est tout. Mais ça en fait pas forcément quelque chose de mauvais. Et bon, ça fait pas non plus de lui un personnage forcément développé. Juste, c'est divertissant à regarder. Et puis le masque, il est cool. Elle sert surtout Amanda. Comme expliqué plus tôt avec le miroir de la drogue et la satisfaction de la voir survivre. Pour ensuite se faire exécuter par les pompes de Cecilia. Gabriella est un personnage martyr, elle sert au développement des autres, en l'occurrence Amanda et Cecilia. Diego, le fameux Ramon Cortez, lol, bref, lui il sert surtout à donner des infos à John et Amanda pour organiser le jeu. Il sert aussi de préparation paiement, avec la statue aztèque Tlaloc, pardon pour la prononciation, mais bon, ça s'écrit T-L-A-O-T, non T. Bref, mais il a au-delà de ça, en plus d'être une des rares victimes à survivre, il est la preuve que John pardonne. Et ne fait pas ça par vendetta personnelle. Non, il veut les guérir, pour de vrai, pour sa philosophie. Ceux qui ne savent pas vivre ne méritent pas de vivre. Carlos est le brin d'innocence et surtout un plan cool avec John. Mais plus sérieusement, il est surtout une présence d'innocence dans la saga. Tous les autres enfants ont servi pour des enjeux narratifs. Ici, Carlos et son père sont une satisfaction à la fin du récit. Avec la thune, Carlos permet de voir John sur son côté le plus humain possible. Et surtout comment il aurait pu être en tant que père, parce que je vous rappelle que John Kramer, il a perdu le petit Gideon. Bon, il n'est pas le seul à avoir perdu, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour les pièges, je vais prendre les noms du wiki, parce qu'ils sont stylés. Ce jeu est intéressant, déjà parce qu'il est stylé, et surtout parce qu'on est focalisé sur John. On a dans sa tête, bref, le vol avec les mains, un homme malade avec un masque, le nettoyeur, un aspirateur, donc on comprend bien sûr le rapprochement, on voit comment John analyse et pense un piège. Instinctivement, hein, je pense qu'il travaille un peu plus ses jeux lorsqu'il a du temps. Mais au moins ici, on est dans sa tête, donc preuve de focalisation. Diego se fait passer pour un chirurgien, donc John lui impose de se mutiler avec un scalpel pour se détacher les bombes sur ses bras. Et au-delà de la symbolique, comment s'en sortir sans problème? Bon, déjà c'est impossible parce que la douleur est présente de base avec les bombes accrochées dans les bras. Donc peu importe comment on essaye de survivre, c'est pas possible, les bombes sont dans la chair.
et les mains sont inutiles, exception pour les scalpels. Valentina était sait faire des analyses de sang de John, donc son sang va couler. Soit du cou, soit dans le meilleur cas de sa jambe, sacrifice de sa moelle épinière. Elle doit se couper avec une scie Jiggly, une promesse qu'elle tiendra, en amenant son sang et pas celui de John, mais comment Valentina aurait pu battre ce piège? On pourrait penser qu'avec la scie ça passait, elle est attachée avec une corde donc c'est simple. Vu la manière dont elle est attachée, la panique et la présence de John Amanda, elle n'aurait pas pu se couper la corde du cou. Matteo, en bon anesthésiste, va s'auto-opérer sans anesthésie. Le même type d'opération que John aurait dû subir. Bon, là, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il pouvait pas s'en sortir autrement. On a surtout ici un nouveau masque de la mort dans la saga qui, encore une fois, je me répète, pète le style. La droguée, elle s'est fait passer pour une âme sauvée par Cecilia, donc aurait eu un cancer. Mais on sait, tout est faux, donc John lui inflige des années de chimio, mais d'un coup et surtout très fort. Et tout comme Matteo, là, soit tu joues, soit tu meurs. T'es immobilisé, donc tu peux rien faire de plus. Parce que bon, même en essayant de jeter le marteau sur la machine, un seul coup, non, ça aurait pas fonctionné. Le jeu qui pour moi est le plus intéressant, parce qu'il n'est pas exécuté et en même temps il ne pourrait ne pas être mortel, on va y revenir sur cet aspect-là. Mais dans les faits, il est censé accueillir Cecilia et Parker, une balance, le perdant meurt noyé dans le sang, sans métaphoriquement des victimes de Cecilia et Parker. La chambre est le piège ultime, celui du Zep 10, le vrai piège de Cecilia et Parker. Avides de thunes, qu'ils n'auront pas, ils se retrouvent dans une chambre chimique transformée en arène pour survivre, aucun moyen de s'en échapper de la pièce, Parker nous l'a prouvé. Henry prend cher et j'avoue être dans la merde, parce que c'est un piège qui semble afficher des lames près de son bidou, là où il a eu sa cicatrice de guerre, et bon, on peut rien dire, parce que c'est une scène post-générique qui hype, qui peut à la limite teaser un spin-off avec Hoffman, quoi, mais à part ça, y a rien de pertinent, donc voilà, je vous laisse avec ça, quoi. Maintenant, on va aborder différentes théories et un peu de lore sur le film, parce qu'il y a quand même des éléments, contrairement à Jigsaw et Spiral, qui au-delà d'être une grosse merde et un bon spin-off n'apportait pas grand-chose. Pas si à la limite t'as Jigsaw qui met le fait que Logan est un des cochons, mais bon bref. La scène post-générique nous confirme que Adam est mort. Je l'ai pas dit plus tôt, mais là on a clairement Adam mort. Je veux dire, c'est pas Tap, ça se voit. Il y a aussi Zep, mais Zep, on savait qu'il était crevé depuis longtemps. Mais enfin, vraiment, le film confirme que Adam est mort. Et ça, c'est cool. Parce que, on a une réponse. Après 10 films, on a enfin une réponse. Et puisque Cecilia est en vie, maintenant on sait comment dans Saw 2, Eric Matthews et tous les autres connards savent que John Kramer est Jigsaw. Ça comble ce trou entre guillemets. L'absence du docteur Gordon peut se justifier, parce que Gordon c'est un associé de John. Mais comme on le voit dans le 7, donc il s'occupe surtout de l'héritage, donc après Saw 3D, n'est-ce pas Jigsaw? Je crois que vous avez compris que j'aimais pas ce film. Et avant, donc après Jigsaw, de l'aspect médical. Les opérations, les recommandations, etc., etc. Donc son absence ici peut être totalement justifiée. John n'a pas besoin de coudre des yeux, n'a pas besoin de mettre une balle derrière un œil, n'a pas besoin d'avoir une recommandation médicale, enfin, ça peut être complètement justifié. Le dernier piège, le Bloodboarding Trap, j'adore ce nom, ne serait donc pas un piège mortel. John et Amanda auraient prévu les agissements de Parker et Cecilia,
ça se voit lorsqu'il dit que tout ne s'est pas passé comme prévu, malgré le résultat, bah, il parle de Carlos. Et bah, Amanda, elle est quand même assez assistante pour dire que c'est elle, l'âme innocente. Le piège devait initialement être pour John et Amanda. Les deux pouvaient s'en libérer, mais aussi comment mourir sur ce piège? Sérieusement, ils se prennent du sang, c'est impressionnant et c'est tout. Ça se balance, mais putain, on voit qu'il y a des trous, donc à aucun moment ils peuvent vraiment être noyés. Donc il ne s'agirait pas d'un vrai piège. Diego pourrait être un allié de Kramer. Alors pas pendant le film justement. On pourrait imaginer qu'ils viennent aux USA pour vivre le rêve américain, hein, ça c'est un peu en lien aussi avec le côté un peu propagande qu'ont les films américains. Et justement ils travailleraient pour John. Enfin, et donc ce pourrait, avec Logan, encore une spéculation, être le deuxième cochon qu'on voit à la fin de Saw 3D. Finn Pedersen pourrait être le docteur norvégien dont parle le John dans Saw 6. Les événements du film ne se sont passés avant, mais avec la réaction de son assurance, bah, il a peut-être abandonné le projet. Et le docteur n'est pas mentionné. N'oublions pas que le réalisateur de Saw 10 est le même que le 6ème et 7ème volet de la saga. Et puis de plus, Henry parle de la Norvège, le docteur est norvégien. Donc c'est totalement probable. Cecilia aurait menti sur son père, il ne s'agirait même pas en fait de son père. Quoi. Finn ne serait peut-être pas son père. Peut-être qu'elle aurait juste le même nom, ce qui expliquerait le fait que lors de leur recherche, Amanda et John n'auraient pas émis de doute sur le fait que Cecilia est bien la gamine de Finn, mais elle aurait juste exploité son nom, et pour sa crédibilité, et juste permis de faire ça, parce qu'on la voit pas vraiment faire de pub, et on sent que le truc est fait bouche à oreille. Le seul moment où on voit Finn, c'est sur une vieille vidéo qui présente un peu son programme. Mais on voit jamais Cecilia en parler, se revendiquer. On voit qu'il se passe par le bouche à oreille. On voit que voilà. Mais ça, c'est parce que justement, il y a ce côté arnaque. Et donc, est-ce que cette arnaque ne pourrait pas être en lien avec une vraie thérapie? Ce qui expliquerait d'ailleurs le fait que Finn Pedersen a une véritable proposition de travail qui est celui de la Norvège, et que elle, Cecilia, s'est arrangée pour faire quelque chose qui ressemble et qui est crédible, et arnaquer les gens. Voilà, j'espère que cette analyse complète du nouvel opus de Saw vous aura plu. J'ai bossé cette vidéo samedi parce que j'étais à l'avant-première du vendredi soir, donc il y a sûrement quelques soucis d'écriture. Pardon, et faites-le moi savoir s'il y en a. Idem si vous voulez parler du film. Bref, au revoir. Tiens, c'est comme s'il manquait quelqu'un. C'est quoi ce bruit dehors? Allez, consanguin, il se passe quoi? Squeezie va être exécuté! L'ordre de YouTube l'a eu! C'est quoi ces conneries? Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.